Par un jour d'été, le soleil brillait fort sur la place centrale, où des enfants de tous âges jouaient joyeusement près de la fontaine. Parmi eux se trouvait Maya, une fille noire de 12 ans, avec des cheveux crépus soigneusement tressés par sa mère ce matin-là. Son sourire illuminait l'endroit alors qu'elle jouait avec les autres enfants, sans se douter que cet après-midi changerait sa vie. Non loin de là, les pompiers faisaient une démonstration publique de leurs équipements. Le lieutenant Richard Matthews, un homme de 45 ans, connu pour son tempérament difficile et ses attitudes discriminatoires, dirigeait l'opération. Ses 20 années de service n'avaient pas adouci son comportement rude, et les jeunes pompiers échangeaient des regards tendus chaque fois qu'il était présent. Ce que personne ne savait, c'est qu'à quelques kilomètres de là, le tout nouveau chef de la police, Marcos Johnson, terminait une réunion importante sur des changements au sein des forces de sécurité. Marcos, le père de Maya, avait toujours conservé une position discrète pour protéger sa famille. Au fil de l'après-midi, un groupe d'enfants demanda aux pompiers s'ils pouvaient se rafraîchir avec la lance à eau. La décision était entre les mains du lieutenant Matthews, qui ajusta la pression de l'eau, un étrange sourire aux lèvres. L'ambiance joyeuse de la place commença à se transformer en tension, et les jeunes pompiers échangèrent des regards inquiets. Maya, inconsciente du regard plein de préjugés du lieutenant, continuait de sourire, espérant qu'il asperge d'eau comme il l'avait fait avec les autres enfants. Mais personne ne savait que, dans les minutes qui allaient suivre, ce moment de divertissement se transformerait en quelque chose qui bouleverserait la ville et ferait émerger des vérités enfouies depuis longtemps. L'eau commença à jaillir de la lance et le destin de tous les présents sur la place allait basculer. Cette place, où des gens de tous horizons se retrouvaient les samedis matins, était sur le point de devenir le théâtre d'un événement révélateur, qui mettrait en lumière des réalités et soulèverait des questions profondes sur le respect et l'égalité. La vieille fontaine, récemment restaurée, était le lieu de rencontre préféré pour les jeux. Maya, en plus d'être la fille du chef de la police, était une élève brillante qui rêvait de devenir médecin. Sa mère, Diana Johnson, professeure de biochimie, l'encourageait toujours à poursuivre ses rêves, lui apprenant à affronter les préjugés avec dignité, mais aussi à savoir quand se battre pour ses droits. Quant au lieutenant Richard Matthews, des pompiers, il n'avait pas une très bonne réputation. Issu d'une famille de pompiers traditionnels, il avait grandi en se croyant supérieur aux autres. Ses collègues connaissaient bien ses attitudes discriminatoires, mais personne n'avait le courage de le confronter. Parmi les jeunes pompiers se trouvait Jason Torres, une recrue de 23 ans qui observait la démonstration avec un malaise grandissant. Jason avait déjà entendu de nombreux commentaires racistes de Matthews pendant les entraînements, mais en tant que novice, il ne se sentait pas à l'aise pour réagir. Ce jour-là, son regard trahissait la crainte que la situation ne prenne une tournure excessive. La meilleure amie de Maya, Sarah, était la fille du sergent Peter Collins, un pompier sous les ordres de Matthews. Peter, à l'insu de tous, documentait les incidents impliquant Matthews, compilant un dossier qui pourrait révéler des années de comportements inappropriés. Il avait peur de signaler ces faits, sachant que cela pourrait engendrer des représailles et même déstabiliser la brigade. La place où tout se déroulait avait une dynamique particulière. Madame Martinez, propriétaire du café au coin de la rue, observait toujours les enfants jouer avec un regard protecteur. Après plus de 30 ans de commerce local, elle connaissait bien les signes de discrimination et percevait la tension ambiante. De l'autre côté de la place, le nouveau centre communautaire symbolisait les changements dans la ville, avec des projets d'inclusion et des programmes de lutte contre les préjugés, dont plusieurs soutenus discrètement par le chef Johnson, qui croyait en la transformation par l'éducation. Miguel, un autre ami proche de Maya, était également présent. Fils d'un conseiller municipal, il ne se trouvait pas là par hasard ce jour-là. Son père, inquiet après des dénonciations anonymes au sujet de Matthews, avait demandé à Miguel d'observer attentivement la démonstration des pompiers. Maya, avec son sourire radieux,
était loin d'imaginer que sa présence ici allait déclencher des événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi la structure de pouvoir de la ville. Le lieutenant Matthews tenait le tuyau à haute pression, avec un air de supériorité. Ce tuyau, simple outil de travail, allait bientôt se transformer en instrument de cruauté. Le soleil continuait de briller intensément, se reflétant sur les camions de pompiers, tandis que le moment décisif approchait. Soudain, de manière inattendue, Matthews dirigea le jet d'eau vers le groupe d'enfants. Mais, au lieu de la douce éclaboussure qu'il avait utilisée pour rafraîchir les autres, il augmenta la pression. Son premier objectif fut Maya, et l'eau qui en jaillit. Elle n'était plus claire, mais sale et boueuse, tirée du réservoir de réserve utilisé pour les exercices. On dirait que quelqu'un avait besoin d'une douche en plus aujourd'hui, lança Matthews avec un sourire cruel. Les autres pompiers regardaient, horrifiés. L'uniforme blanc de Maya se tacha immédiatement de brun et ses tresses soigneusement faites dégoulinaient d'eau sale. Sarah, sa meilleure amie, tenta de courir à son secours, mais son père, le sergent Collins, la retint, le visage empreint de honte et de tristesse. Jason Torres, le jeune pompier, fit un pas en avant, les mains tremblantes de colère. « Lieutenant, c'est complètement inutile », murmura-t-il. Matthews se contenta de rire, ignorant la protestation et continuant de viser les enfants non blancs du groupe. Madame Martinez, propriétaire du café, accourut avec des serviettes propres, tandis que d'autres adultes s'approchaient, certains filmant discrètement avec leur téléphone. L'ambiance joyeuse de la place se transforma en une scène d'indignation et de tension silencieuse. Bien que trempée et humiliée, Maya resta digne. Les enseignements de sa mère sur la dignité résonnaient dans son esprit. Elle ne pleura pas, ni ne recula. Au lieu de cela, elle fixa le lieutenant Matthews avec une intensité qui le fit hésiter un instant. D'une voix étonnamment calme pour ses 12 ans, elle déclara « Vous utilisez la mauvaise eau, lieutenant. Ce n'est pas l'eau de service, n'est-ce pas ?» Son ton ferme, enrichi des connaissances qu'elle avait acquises en écoutant son père parler des procédures d'urgence, montrait à tous que Maya, malgré son jeune âge, savait reconnaître et dénoncer une injustice. Matthews semblait visiblement troublé par l'attitude ferme de Maya. Il ne s'attendait pas à ce qu'une enfant défie sa tentative d'humiliation avec tant d'assurance. « Écoute-moi bien, petite fille », commença-t-il, mais il fut interrompu par le son des sirènes. Une voiture de police faisait sa ronde, et la panique dans le regard du lieutenant montrait que, malgré son arrogance, il redoutait les conséquences de ses actes. Le sergent Collins, discrètement, commença à prendre des photos, rassemblant davantage de preuves pour son dossier. Miguel, le fils du conseiller municipal, filmait toute la scène avec son téléphone, tenant fermement la caméra malgré ses mains tremblantes de colère. La place se remplissait peu à peu de monde. Les parents rappelèrent leurs enfants à eux, mais personne ne partait. Tous avaient l'impression d'assister à un moment important, et l'air était chargé d'indignation et d'attente. « Ça ne va pas se passer comme ça », murmura Sarah à Maya en l'aidant à se sécher. « Mon père a des preuves d'autre chose qu'il a faites. » Voyant que la situation lui échappait, Matthews tenta de dissimuler ses intentions. « C'était juste un problème technique, ce sont des choses qui arrivent, dit-il, mais ses mots sonnaient creux, et les regards autour de lui montraient que personne n'y croyait. Jason Torres, le jeune pompier, profita de l'occasion et remplaça discrètement le tuyau d'eau sale par celui d'eau propre, un petit acte de résistance que les autres pompiers remarquèrent. Au milieu de la foule, un journaliste du quotidien local, attiré par le tumulte, enregistrait chaque détail, chaque mot et chaque réaction. Maya, au centre de tout, avait ses vêtements tachés, mais sa dignité restait intacte. Elle ne savait pas qu'à cet instant précis, son père, le chef Johnson, recevait les premiers messages au sujet de ce qui se passait sur la place, accompagnés de vidéos qui commençaient à circuler sur les réseaux sociaux. Alors que la situation sur la place se déroulait, plusieurs histoires s'entremêlaient.
Au commissariat, le téléphone du chef Johnson vibrait sans cesse avec des notifications. La lieutenante Maria Rodriguez entra rapidement dans son bureau et, d'un air grave, lui montra les vidéos qui devenaient virales. Johnson garda un visage impassible, fruit de ses années d'entraînement, mais intérieurement, il sentait la gravité de la situation qu'il s'apprêtait à affronter. En voyant les images de sa fille, le cœur de Diana Johnson s'emballa. À l'université locale, où elle enseignait, elle commença à recevoir des messages urgents de ses étudiants présents sur la place. En tant que professeure respectée et militante pour les droits civiques, Diana avait déjà été témoin de nombreux cas de discrimination, mais voir sa propre fille ciblée la rendait furieuse. Au centre de secours, le capitaine James Henderson, supérieur de Matthews, reçut un appel anonyme. C'était le sergent Collins, décidé à exposer les années de comportement abusif de Matthews. « J'ai un dossier complet », dit Collins, la voix déguisée, des cas antérieurs, des témoignages, des photos, tout est documenté. Henderson, un homme réputé pour son intégrité, prit des notes minutieuses. Sur la place, Sarah, l'amie de Maya, envoyait des messages à un groupe secret de familles de pompiers qui avaient elles aussi souffert des agissements de Matthews. Ce groupe, jusqu'ici effrayé par les représailles, trouva le courage de réagir en voyant la portée de l'incident. Miguel, un autre ami de Maya, effectuait un appel vidéo discret avec son père, le conseiller municipal Roberto Sanchez. « Papa, j'ai tout filmé !» Ce n'était pas un accident, il l'a fait exprès. Pour le conseiller Sanchez, qui tentait de faire adopter des mesures contre la discrimination, c'était l'occasion attendue. Pendant ce temps, Jason Torres, le jeune pompier, se trouvait face à un dilemme. Sa période d'essai se terminait dans 2 semaines, et toute dénonciation risquait de compromettre sa carrière. Malgré tout, il commença à rédiger un rapport détaillé de l'incident sur son téléphone. Madame Martinez, la propriétaire du café, n'était pas seulement commerçante, elle était aussi présidente de l'association des commerçants du quartier. Tout en aidant Maya à se sécher, elle contactait discrètement d'autres commerçants préparant une éventuelle manifestation. Au centre communautaire, Amanda Chen, la coordinatrice, observait la scène depuis la fenêtre. Elle était sur le point de présenter un projet d'intégration entre la police, les pompiers et la communauté, mais savait qu'après ces événements, le projet devrait être ajusté. Soudain, une camionnette d'une chaîne de télévision se gara au coin de la rue. La journaliste Rebecca Santos, célèbre pour ses reportages d'investigation sur la discrimination, commença à recueillir les témoignages des témoins. Au bureau du maire, une réunion d'urgence fut convoquée. L'incident sur la place menaçait désormais de révéler des années de négligence administrative concernant les plaintes de discrimination dans les services publics. Au centre de tout cela, Maya restait forte. Elle ignorait que son courage inspirait des dizaines de personnes à finalement s'exprimer. Son téléphone sonna avec un message de sa mère. « J'arrive, ma chérie, reste forte. » Ces histoires s'entremêlaient d'une manière que personne n'aurait pu prévoir, pas même Matthews, avec son acte de discrimination. Ce qui avait commencé comme un simple incident prenait des proportions énormes, affectant toute la ville. Tout changea soudainement, non par un grand acte isolé, mais par plusieurs actions se déroulant en même temps. Alors que Matthews tentait de clore la démonstration et de faire ranger les équipements aux pompiers, une silhouette imposante émergea de la foule. C'était Marcus Johnson, le chef de la police, toujours en uniforme officiel. Son visage était sérieux, mais ses yeux montraient une détermination qui fit reculer Matthews. « Lieutenant Matthews !» La voix de Johnson résonna sur la place, désormais silencieuse. « Nous devons parler de quelque chose de très sérieux. » Les gens s'écartèrent, formant un chemin entre le chef de la police et le pompier, qui semblait sous le choc. À ce moment-là, Diana Johnson arriva en courant pour serrer Maya, sa fille, dans ses bras. La scène de la mère et de la fille affrontant la situation ensemble fut capturée par les caméras des téléphones et retransmise en direct par la télévision locale. Matthews, comprenant la gravité de la situation, tenta une dernière excuse.
Chef Johnson, ce n'était qu'un malentendu, un problème technique. Mais ses paroles furent interrompues par une voix inattendue. Jason Torres, le jeune pompier, fit un pas en avant. « Ce n'était pas un accident, monsieur, » dit-il, la voix tremblante mais ferme. Le lieutenant Matthews a utilisé de l'eau sale délibérément et a augmenté la pression. Le silence qui suivit était presque assourdissant. À cet instant, le capitaine Henderson arriva accompagné du sergent Collins. « Chef Johnson, » dit Henderson, « nous avons des preuves que ce n'est pas un cas isolé. » Collins, rassemblant tout son courage, ajouta « J'ai documenté des années de comportements similaires de la part du lieutenant Matthews. » La foule commença à murmurer, et plusieurs personnes se préparèrent à partager leurs propres expériences. La première fut Madame Martinez. Il fait cela depuis des années, intimidant nos enfants et nos jeunes. Il est grand temps que quelqu'un agisse. La journaliste Rebecca Santos s'approche avec son micro. Chef Johnson, avez-vous quelque chose à dire concernant ces accusations de discrimination systémique au sein des pompiers? C'est à ce moment-là que Maya, toujours trempée et avec ses vêtements tachés, prit le micro. D'une voix claire et ferme, elle déclara « Cela ne concerne pas que moi. Cela concerne nous tous et la façon dont nous nous traitons les uns les autres avec respect et dignité. » Ces paroles, diffusées en direct, émurent la foule et se répandirent rapidement sur les réseaux sociaux, inspirant chacun à réfléchir sur la manière de faire la différence. La vidéo de Maya commença à se répandre rapidement, avec des milliers de partages en quelques minutes. Le conseiller Sanchez, qui était arrivé discrètement, saisit l'occasion et annonça « Je vais convoquer une session extraordinaire du conseil municipal dès aujourd'hui. Nous ne pouvons plus ignorer ces problèmes. » Matthews, voyant tout s'effondrer, tenta conserver la posture d'un officier décoré, mais son arrogance ne faisait qu'aggraver la situation. Au milieu de la foule, Miguel leva son téléphone et cria « Tout est enregistré, j'ai tout filmé depuis le début !» Le chef Johnson, gardant son calme, fit un signe aux officiers qui l'accompagnaient. « Lieutenant Matthews, vous êtes temporairement suspendu de vos fonctions le temps de l'enquête. » Il se tourna vers la foule et promit « Cet incident sera examiné en profondeur et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir que nos forces de sécurité servent et protègent chacun, sans exception. » Diana, serrant Maya dans ses bras, parla d'une voix forte pour que tout le monde entende. « C'est l'occasion d'un vrai changement, non seulement pour punir, mais pour éduquer et réformer. » La place, qui était un lieu de divertissement, s'était transformée en le centre d'une véritable révolution sociale. Les caméras filmaient, les gens pleuraient, s'embrassaient, et un sentiment d'unité emplissait l'air. Matthews fut escorté hors de la place, avec sa carrière et sa réputation brisées. Mais l'attention n'était plus sur lui. Elle était sur la communauté qui s'était rassemblée, sur les voix enfin entendues et sur la promesse d'un avenir meilleur. Alors que la poussière retombait, il était clair que ce n'était que le début d'un parcours de transformation pour toute la ville. Dans les jours qui suivirent, la ville fut envahie par une vague de changements. Le lendemain, les journaux locaux titraient « Actes de discrimination »,« Des années de préjugés exposés » et « Maya, la voix qui a bouleversé la ville ». Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme « Justice pour Maya » et « Dieu changement maintenant » devinrent tendance nationale. La caserne des pompiers entra en crise et le capitaine Henderson, soutenu par le dossier du sergent Collins, lança une enquête interne approfondie. Inspirés par l'exemple de Jason Torres, plusieurs pompiers commencèrent à rapporter des incidents passés de discrimination et d'abus de pouvoir. Au commissariat, le chef Johnson faisait face à son propre dilemme. En tant que père, il voulait protéger Maya. En tant que chef de la police, il savait qu'il devait rester impartial dans l'enquête. Il convoqua une conférence de presse et déclara « Cet incident nous a montré qu'il reste beaucoup à faire. Nous nous engageons à éradiquer toute forme de discrimination au sein de nos forces de sécurité. » Ainsi, le mouvement né sur la place ne s'arrêta pas là, grandissant et se transformant
en une puissante vague d'espoir et de changement pour toute la ville. Diana Johnson transforma sa salle de classe en un espace de discussion sur la discrimination et les injustices. Inspirés par l'exemple de Maya, ses étudiants lancèrent un mouvement de sensibilisation à l'université. Le conseil municipal, dirigé par le conseiller Sanchez, convoqua une réunion extraordinaire et approuva la création d'une commission indépendante pour superviser les forces de sécurité et enquêter sur les cas de mauvaise conduite. Madame Martinez, la propriétaire du café, organisa une veillée sur la place qui devint un événement de solidarité communautaire. Des centaines de personnes y participèrent, allumant des bougies et partageant leurs histoires de discrimination et de résilience. Maya, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé, devint un symbole de courage et de dignité. Elle fut invitée à parler dans des écoles et lors d'événements communautaires, toujours accompagnée de ses parents, pour la soutenir. Le jeune pompier Jason Torres fut salué pour son courage, et son attitude inspira d'autres professionnels à se mobiliser contre les injustices dans leur propre travail. La journaliste Rebecca Santos produisit une série de reportages révélant comment le comportement de Matthews avait pu rester caché si longtemps en raison d'une culture de silence et de complicité. Sous la pression de l'opinion publique, le maire annonça un plan de réforme, incluant une formation obligatoire sur la diversité et le respect pour tous les fonctionnaires. Matthews, suspendu de ses fonctions, faisait face non seulement à une enquête, mais également à la possibilité de poursuites pénales. Son cas devint un sujet de débat national sur les abus de pouvoir et la discrimination. Sarah et Miguel, amis de Maya, fondèrent un club au lycée consacré à la justice sociale. Ils organisèrent des débats et des actions communautaires, inspirant d'autres jeunes à s'engager dans des causes sociales. Au centre communautaire, Amanda Chen transforma l'espace en un point de rencontre entre la communauté et les forces de sécurité, organisant des ateliers et des rencontres pour favoriser la compréhension et bâtir des ponts. Alors que la ville traversait cette transformation, Maya et sa famille faisaient face à leurs propres défis. Cette exposition leur apporta du soutien, mais aussi des critiques et même des menaces de groupes réfractaires au changement. Au sein des pompiers, une nouvelle direction prit forme, engagée envers l'inclusion et la réforme, et des programmes de mentorat furent créés pour soutenir les pompiers issus de groupes sous-représentés. Au fil des semaines, il devint clair que l'incident sur la place n'était que le début d'une transformation bien plus profonde pour toute la ville. La ville traversait un moment de réflexion et de changement, affrontant des préjugés anciens et des systèmes qui ne fonctionnaient plus correctement. Le chemin restait long, mais un grand pas avait été fait vers une communauté plus juste et accueillante. Dans les mois qui suivirent l'incident, la ville et ses habitants vécurent une période intense d'apprentissage et de transformation. Et au cœur de tout cela se trouvait Maya, faisant face aux défis de cette période de croissance. Au début, Maya se sentit submergée par l'attention qu'elle recevait, mais elle trouva de la force dans les séances de thérapie et le soutien constant de sa famille. Ses parents, Diana et Marcus Johnson, formèrent une sorte de bouclier autour d'elle, filtrant les invitations et veillant à ce qu'elle ait de l'espace. Avec le temps, Maya apprit à utiliser sa voix avec plus d'assurance, transformant son expérience en une force pour des changements positifs. Lors d'une intervention devant des lycéens, elle partagea « Le préjugé ne me définit pas. Ce qui me définit, ce sont mes actions et la manière dont je choisis de répondre à l'injustice. » Sa maturité et son courage surprirent même ses parents. Pendant ce temps, le chef Johnson faisait face au défi d'équilibrer son rôle de leader et celui de père. Lors d'une réunion importante avec le maire et le conseil municipal, il proposa une réforme complète des protocoles de formation et de recrutement des forces de sécurité. « Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-il, mais nous pouvons construire un futur où chaque citoyen se sent en sécurité et respecté. » Diana Johnson élargit son travail à l'université pour inclure des études sur l'impact du racisme dans l'éducation.
elle organisa une conférence qui attira des experts de tout le pays, plaçant la ville au centre des discussions sur l'égalité et la justice. Au sein des pompiers, les changements furent profonds. Le capitaine Henderson, désormais chef intérimaire, mit en place un programme rigoureux de formation sur la diversité et l'inclusion. Jason Torres, promu sergent, devint un défenseur des réformes, inspirant une nouvelle génération de pompiers engagés à servir tous les citoyens de manière équitable. Sarah et Miguel, amis de Maya, transformèrent leur club scolaire en un mouvement de jeunesse qui se répandit dans toute la ville. Ils organisèrent des marches pacifiques, des ateliers de sensibilisation et même un hackathon pour développer des applications permettant de signaler et de combattre la discrimination. Avec ces avancées, la ville se transformait, prouvant que, même face aux plus grands défis, il était possible de progresser vers un avenir plus égalitaire et respectueux pour tous. Madame Martinez, la propriétaire du café, vit son commerce devenir un symbole d'union et de force pour la communauté. Elle agrandit l'espace, créant un coin de l'égalité, où des personnes de tous horizons se réunissaient pour échanger et construire de nouvelles idées. Le conseiller Sanchez, encouragé par le soutien public, réussit à faire adopter des lois importantes, telles que la création d'un département de l'équité raciale à la mairie et l'obligation du port de caméras corporelles pour tous les agents de sécurité publique. Matthews, l'ancien lieutenant, dut faire face aux conséquences de ces actes. Après un procès très médiatisé, il fut condamné non seulement pour mauvaise conduite, mais aussi pour crime de haine. Sa sentence servit d'avertissement. L'impunité ne serait plus tolérée. La journaliste Rebecca Santos reçut un prix national pour ses reportages, qui étaient désormais en cours d'adaptation en documentaire. Son travail révéla non seulement le racisme dissimulé, mais aussi des histoires de courage et de changements positifs au sein de la communauté. Le centre communautaire, dirigé par Amanda Chen, devint un exemple de coopération entre les citoyens et les forces de sécurité, avec des programmes de mentorat, des discussions guidées et des projets collaboratifs qui contribuaient à créer confiance et compréhension. Maya, désormais âgée de 13 ans, découvrit une nouvelle passion, l'écriture. Elle commença à travailler sur un livre destiné aux jeunes lecteurs, où elle partage son expérience et offre des conseils pour faire face aux préjugés avec dignité et force. La ville, autrefois divisée par l'incident, était désormais perçue comme un exemple de transformation et de progrès. Des délégations d'autres villes vinrent la visiter pour s'inspirer de ses initiatives de changement et de réconciliation. Lors d'un moment spécial, au cours d'une cérémonie où Maya fut honorée pour son activisme, elle surprit tout le monde en appelant Jason Torres sur scène. « Le vrai changement, dit-elle, arrive quand des personnes courageuses décident de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » À l'approche de la fin de l'année, la ville se préparait à célébrer non seulement les fêtes, mais aussi une transformation profonde. Maya, regardant par la fenêtre la place rénovée et vibrante, pensa à la manière dont un moment douloureux s'était transformé en un élan pour la croissance de toute la communauté. Un an plus tard, la ville s'apprêtait à inaugurer le nouveau centre de l'égalité et de la justice, un projet ambitieux né des changements apportés par l'expérience de Maya. Dans les jours précédant la cérémonie, la ville débordait d'impatience, chacun aspirant à un avenir plus juste et uni. Les préparatifs finaux battaient leur plein, et de nombreuses histoires commençaient à converger pour ce moment tant attendu. Maya, désormais âgée de 14 ans, s'apprêtait à prononcer son tout premier grand discours en public en tant que principale oratrice de l'événement. En coulisses, elle répétait sans cesse, déterminée à saisir cette opportunité pour inspirer encore plus de changements. Ses parents, Diana et Johnson, l'observaient avec fierté, mais aussi un peu de nervosité, conscients du poids que leur fille portait. Au sein du corps des pompiers réformés, le désormais chef Henderson et le sergent Jason Torres supervisaient les derniers préparatifs pour une démonstration spéciale.
Il prévoyait de montrer les nouvelles politiques inclusives de la brigade, symbolisant la transformation traversée. Pendant ce temps, Sarah et Miguel, avec leur mouvement de jeunesse désormais reconnu au niveau national, mobilisaient des jeunes de toute la région pour participer à l'événement. Ils avaient organisé des ateliers sur l'activisme responsable et la citoyenneté avant le grand jour. Le conseiller Sanchez était constamment en mouvement, s'assurant que tous les détails juridiques et administratifs du nouveau centre étaient en ordre. Il savait que le pays entier aurait les yeux rivés sur sa ville, et la pression pour que tout se déroule parfaitement était immense. La journaliste Rebecca Santos préparait une émission spéciale en direct avec des interviews de personnes clés et une rétrospective émouvante sur l'année de changement vécue par la ville. Puis, une nouvelle inattendue fit surface. Matthews, l'ancien lieutenant condamné, avait demandé l'autorisation de faire une déclaration publique lors de l'événement. Son avocate affirma qu'il voulait présenter des excuses et montrer comment il avait changé pendant son temps en prison. La nouvelle suscita de vifs débats au sein de la communauté. Madame Martinez et d'autres leaders communautaires organisèrent des événements parallèles dans toute la ville, veillant à ce que l'esprit d'unité et de progrès se répande au-delà de la cérémonie officielle. Amanda Chen, du centre communautaire, coordonnait une équipe de bénévoles pour l'événement, incluant des personnes autrefois sceptiques, mais qui étaient désormais des défenseurs des nouvelles réformes de la ville. La veille de l'inauguration, une tension imprévue apparut. Un petit groupe de personnes opposées au changement commença à se manifester, affirmant que les réformes étaient allées trop loin et projetant un rassemblement pendant la cérémonie. Le chef de la police, Johnson, se trouvait dans une position délicate, car il devait garantir la sécurité de l'événement, tout en respectant le droit de manifester pacifiquement. Il convoqua une réunion d'urgence avec son équipe pour planifier une manière de maintenir la paix sans laisser les tensions s'intensifier. La ville était sur le point de vivre une journée historique, où passé et présent se rencontreraient pour définir un avenir encore plus juste et uni. Lorsque Maya apprit le projet de manifestation, elle surprit tout le monde en suggérant d'inviter les protestataires à un dialogue ouvert après la cérémonie. « Si nous voulons un véritable changement, dit-elle, nous devons être prêts à écouter toutes les voix, même celles avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. » La veille du grand jour, la ville semblait emplie d'énergie. Des lumières étaient installées, des banderoles hissées, et l'équipe de sécurité effectuait les derniers préparatifs. Dans les foyers, les écoles et les bureaux, tout le monde parlait de l'événement et de l'avenir de la communauté. Maya passa la soirée à ajuster son discours, consciente que ces mots pourraient influencer non seulement la cérémonie, mais aussi le prochain chapitre de l'histoire de la ville. Le véritable test de tout ce qu'ils avaient construit au cours de l'année était sur le point de commencer. Lorsque le soleil se leva le jour de l'inauguration, une forte impression régnait. Quelque chose de très important était sur le point de se produire. La scène était prête pour un moment qui pourrait non seulement définir l'avenir de la ville, mais aussi servir d'exemple pour le pays. La place centrale, autrefois théâtre de discrimination, était désormais un symbole d'espoir et de changement. À 9 heures, les gens commencèrent à se rassembler et les caméras des journaux nationaux montraient la diversité du public. Familles, activistes, officiers en uniforme et citoyens ordinaires, tous unis par un même but. Le chef de la police Johnson, en uniforme complet, veillait personnellement à la sécurité et remarqua le petit groupe de manifestants qui s'étaient réunis pacifiquement dans un coin, tenant des pancartes d'opposition. À 10 heures, la cérémonie commença. Le maire prononça un bref discours d'ouverture, suivi du conseiller Sanchez, qui évoqua les nouvelles lois. La foule applaudit, mais tous attendaient impatiemment le discours de Maya. Quand Maya monta sur scène, un silence respectueux s'empara de la foule. Du haut de ses 14 ans, elle dégageait une confiance impressionnante pour son âge. Elle commença en disant « Il y a 1 an, sur cette même place, j'ai affronté le pire et le meilleur de notre communauté.
Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour rappeler la douleur, mais pour célébrer notre chemin vers la justice et l'égalité. » Alors que Maya parlait, un événement inattendu se produisit. L'un des manifestants, ému par ces paroles, baissa sa pancarte et s'avança vers la scène. Les agents de sécurité se mirent en alerte, mais le chef Johnson, reconnaissant l'homme comme un ancien collègue qui avait résisté au changement, fit un signe pour le laisser approcher. Ce petit geste symbolisait l'impact que Maya et la ville avaient, montrant qu'avec dialogue et respect, le changement était vraiment possible. Maya, sans perdre son calme, continua. Le vrai changement exige du courage. Le courage de reconnaître nos erreurs, le courage d'écouter des points de vue différents et le courage de croire que nous pouvons être meilleurs. À cet instant, le manifestant arriva devant la scène, les yeux emplis de larmes, et leva la main en signe de paix. Dans un acte de compassion qui surprit tout le monde, Maya tendit la main vers lui. Ce geste simple mais si puissant fit vibrer la foule. Les caméras crépitèrent, capturant le moment où les divisions commencèrent à s'effacer. Maya poursuivit, désormais la voix pleine d'émotion. Ce centre n'est pas seulement un bâtiment, c'est un engagement. Un engagement à ce que chaque personne dans notre communauté soit vue, entendue et valorisée. Tandis qu'elle parlait, le sergent Jason Torres et son équipe de pompiers commencèrent leur démonstration spéciale. Dans une chorégraphie préparée, ils utilisèrent leurs lances pour créer un arc-en-ciel d'eau au-dessus de la foule, symbolisant l'unité et la diversité de la communauté. La tension dans l'air disparut complètement, et des enfants de toutes origines se mirent à courir pour jouer sous la pluie colorée, leur rire résonnant dans toute la place. Maya conclut son discours par un appel à l'action. Notre travail ne se termine pas aujourd'hui. Chaque jour est une chance de construire la communauté que nous souhaitons, une communauté où personne n'est jugé par la couleur de sa peau, mais par ce qu'il a dans le cœur. Lorsqu'elle termina, la place explosa en applaudissements. Les gens s'embrassaient, certains pleuraient d'émotion. L'ancien manifestant, toujours près de la scène, fut le premier à lancer une nouvelle vague d'applaudissements. Le point culminant de l'événement arriva lorsque le chef Johnson monta sur scène, non en tant qu'autorité mais en tant que père fier. Il étreignit Maya dans un geste symbolisant l'union entre générations et entre la loi et la communauté. À ce moment-là, l'avocate de Matthews s'approcha et remit une lettre au chef Johnson. C'était une sincère demande de pardon de Matthews, reconnaissant le mal qu'il avait causé et exprimant le souhait de se racheter. Le chef Johnson, dans un geste de compassion, lut la lettre à haute voix, montrant que la vraie justice inclut aussi la possibilité de rédemption. La cérémonie culmine avec la découpe du ruban du nouveau centre, réalisé par Maya, le maire et, étonnamment, l'ancien manifestant, symbolisant une nouvelle ère d'unité et de compréhension. Alors que la foule se dispersait, le sentiment était clair. Quelque chose de transformateur venait de se produire. La ville n'avait pas seulement inauguré un nouveau bâtiment, elle avait réaffirmé son engagement envers un avenir plus juste et égalitaire. Entourée de sa famille et de ses amis, Maya regarda la place, désormais remplie de sourires et d'étreintes. Elle savait que ce n'était que le début d'un long voyage vers la véritable égalité. Dans les semaines et les mois qui suivirent, le discours de Maya se répandit sur les réseaux sociaux, vu par des millions de personnes et cité dans des discussions nationales sur la justice sociale. Des invitations pour des conférences commencèrent à affluer, et avec le soutien attentif de ses parents, Maya en accepta certaines, équilibrant son nouveau rôle d'activiste avec sa vie d'adolescente. Le nouveau centre est rapidement devenu un lieu de rencontre pour la communauté. Il proposait des programmes de mentorat, des ateliers sur le respect et des sessions de dialogue, où des personnes de tous horizons se réunissaient pour échanger. L'ancien manifestant, qui avait baissé sa pancarte lors du discours de Maya, fréquentait désormais régulièrement le centre et s'engageait même en tant que bénévole pour animer des discussions sur la manière de surmonter les préjugés. Au sein des pompiers,
Les changements mis en place par le chef Henderson et le sergent Torres commencèrent à porter leurs fruits. L'équipe devint plus diversifiée et le respect de la communauté pour leur travail atteignit des niveaux records. Le chef de la police Johnson, inspiré par le courage de sa fille, créa un programme innovant de police de proximité, devenu un modèle pour d'autres villes. Il entama également un dialogue avec Matthews, l'ancien lieutenant incarcéré, pour voir comment son expérience pouvait sensibiliser d'autres personnes au danger du préjugé. Sarah et Miguel transformèrent leur mouvement de jeunesse en une organisation nationale, connectant des jeunes de tout le pays et encourageant des changements positifs dans leur communauté. La journaliste Rebecca Santos publia un livre sur l'histoire de la ville, devenu lecture obligatoire dans de nombreux cours de journalisme et d'études sociales. Madame Martinez transforma son café en un espace vibrant où la communauté se rassemblait pour discuter des enjeux locaux et planifier de nouvelles actions. Un an après l'inauguration du centre, la ville accueillit une conférence nationale sur l'égalité et la justice, attirant des leaders et des militants de tout le pays. Maya, maintenant âgée de 15 ans, fut invitée à prononcer le discours de clôture. Elle déclara « Notre parcours nous a appris que le vrai changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il est continu et nécessite un engagement, de la compassion et surtout le courage d'affronter nos propres erreurs et préjugés. Chaque petit acte de bonté, chaque conversation difficile, chaque main tendue nous rapproche du monde que nous souhaitons créer. » À la fin de la conférence, il était clair que l'histoire de la ville et de Maya était devenue un symbole d'espoir et de transformation pour d'autres communautés. L'incident qui avait commencé par un acte de discrimination s'était transformé en un élan pour des changements durables, montrant que même les moments les plus sombres peuvent ouvrir la voie vers un avenir plus lumineux. Des années plus tard, à 19 ans, Maya s'apprêtait à entrer en faculté de droit, déterminée à poursuivre son engagement pour la justice sociale. La ville, autrefois scène de conflit, était devenue un modèle national de réforme et de réconciliation. Et le Centre pour l'égalité et la justice s'était étendu à d'autres villes. Matthews, purgeant sa peine, participait maintenant à des programmes de réhabilitation et de sensibilisation contre le racisme. Les changements initiés par le chef Johnson et d'autres leaders continuaient de porter leurs fruits, et la communauté restait soudée, se rappelant que la vraie transformation commence par un acte de courage et se poursuit par un effort collectif. Et pour vous qui avez suivi cette histoire jusqu'à la fin, rappelez-vous, le vrai changement commence en chacun de nous. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez promouvoir l'égalité et la justice dans votre propre communauté. Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus d'histoires inspirantes. Commentez « J'ai regardé jusqu'au bout » pour montrer votre engagement pour un monde plus juste. Et ne manquez pas la prochaine vidéo, votre prochaine source d'inspiration n'est qu'à un clic.